Bonjour à tous et à toutes. Je suis déjà extrêmement honorée d'être ici parmi vous aujourd'hui et de pouvoir vous exposer cette problématique des colcaises. Le seul regret que j'ai, c'est que normalement, il y aurait dû y avoir aujourd'hui à côté de moi Maître Herman. Elle n'a pas pu venir pour un problème de santé, mais j'aurais voulu vous expliquer justement avec elle ce que c'était, parce que je vais commencer mon propos en vous expliquant une histoire, en vous parlant de la genèse du pôle Colcaise. Et cette genèse, c'est une réunion entre des magistrats, un avocat, Maître Herman, et il y avait aussi Maître Seban, et des greffiers. Alors, je pourrais vous parler d'un dossier. C'est un dossier qui est, le dossier Fourniret, celui qui a été jugé en 2008. Par contre, comme je suis juge d'instruction, il ne m'est pas possible de parler des dossiers qui sont en cours. Donc, par exemple, celui d'Estelle Mouzin, mais rien qu'avec l'exemple du dossier qui a été jugé, je me permettrai d'essayer de vous faire comprendre, de vous expliquer aussi la genèse de ce pôle. Alors, il faut savoir que je suis rentrée dans la magistrature en 1990, que j'ai commencé d'ailleurs par Béthune, là où il y avait Bruay en Artois. Alors, c'est vrai qu'on parlait déjà beaucoup de ce cold case, de Bruay en Artois. Et puis, j'ai continué, ce n'est pas moi qui l'ai eu le dossier, ni même qui l'ai continué. J'ai après été substitut procureur de la République à Bobigny, et puis après, je suis devenue juge d'instruction à partir de 2003, doyen des juges d'instruction à Nanterre, puis doyen des juges d'instruction à Paris à partir de 2012, et puis depuis le 1er mars dernier, donc je suis premier vice-président chargé de l'instruction à Nanterre, donc coordonnatrice du pôle Colcaise. Alors la genèse du pôle, elle débute alors que je suis à Paris et que la présidente du tribunal, qui est devenue après le plus haut magistrat de France, puisque c'était Madame Arens, me confie le dossier de la disparition de deux jeunes filles, une en 1988 et l'autre en 1990. Alors, je suis un juge d'instruction, j'ai envie de dire, même si j'avais des fonctions de doyenat comme les autres, avec le même nombre de dossiers que les autres, c'est-à-dire à peu près 100 dossiers d'instruction, et comme tous les autres juges d'instruction, je me dis, je vais donner une commission rogatoire, c'est-à-dire je délègue mes pouvoirs d'enquête à des gendarmes, parce que c'était les gendarmes qui étaient saisis à l'époque. Et puis, qui j'ai, pour défendre ces deux jeunes filles qui sont décédées, eh bien, j'ai Maître Herman et j'ai Maître Seban. Et ceux-ci me disent, écoutez, Mme Guéris, la piste de Michel Fourniret, c'est une piste qu'il faut investiguer. D'un autre côté, je confie donc ma commission rogatoire aux gendarmes, et ce gendarme, qui était de la section de recherche de Dijon, reprend complètement le dossier. Il gratte, il reprend tous les éléments depuis le début, et il me dit, écoutez, je suis d'accord avec la proposition de Maître Herman et de Maître Seban. Alors je dis, les avocats, la gendarmerie, mais ça aurait pu être exactement la police, c'était la même chose, écoutez, on y va, on met le paquet, et puis on va voir si oui ou non il y a des éléments en ce qui concerne donc ces dossiers-là. Et pour cela, pour essayer d'alimenter les dossiers que j'avais, je vais avoir l'aide du parquet de Charleville-Mézières, parce qu'à Charleville-Mézières, en 2008, a été jugé Michel Fourniret et son épouse Monique Olivier pour une série, à peu près une dizaine d'enlèvements, de meurtres et de viols. Donc le parquet de Charleville-Mézières me permet de récupérer et tout le dossier qui a été jugé et tous les scellés qui appartenaient à ce dossier. Et j'ai cette chance d'avoir un greffier hors norme. Un greffier hors norme à qui on va laisser la possibilité de travailler seulement ce dossier. Moi, je continuais évidemment à travailler d'autres dossiers, mais elle a travaillé que ce dossier-là. Elle l'a épluché page par page. Elle a regardé chaque scellé pour voir si, en effet, on pouvait trouver dans ce dossier-là des éléments qui nourrissaient les dossiers dont j'étais saisie. Et surtout, en étudiant ce dossier, on s'est aperçu de ce que c'était que des cold cases. En effet, pour vous faire un petit retour en arrière, en 1987, Michel Fourniret sort de détention. Il sort de Fleury-Mérogis. Il a été condamné pour de nombreuses agressions sexuelles et des viols.
En détention, il a rencontré Monique Olivier. Ils ont fait tous les deux un espèce de pacte. Monique Olivier n'aime pas ce terme, mais c'est un peu ça. Un pacte de gens où Monique Olivier va aider Michel Fourniret à enlever des jeunes filles, à les violer. Et puis après, bien sûr, c'est Michel Fourniret qui viole, c'est Michel Fourniret qui tue. Et puis donc, après, à partir de là, eh bien, il va se passer des années, même s'il y a une petite période où Michel Fourniret est incarcéré parce qu'il s'est fait prendre sur le fait, mais il va y avoir une période jusqu'en 2003 où on n'attrape pas Michel Fourniret. Pourtant, Michel Fourniret, il a commis 10 meurtres et 10 viols. Quand on s'intéresse aux affaires, qui bien sûr après ont été regroupées pour juger Michel Fourniret, on s'aperçoit que certaines de ces affaires, eh bien, avaient été travaillées sur le moment, et puis après elles avaient été abandonnées. Et puis en plus, Michel Fourniret, c'était, on va dire, un routard du crime, c'est-à-dire que, en même temps, il a enlevé et tué des gens en Belgique, jeunes qu'il mettait d'ailleurs en France pour pouvoir justement brouiller les pistes et vice-versa. Il a enlevé des gens en France pour les enterrer après en Belgique. Il a tué quelqu'un à Nantes, il a tué des personnes à Auxerre, il a tué des personnes en Belgique, il a tué des personnes à côté de Charleville-Mézières. Ce qui veut dire que... Et puis en plus, il était très malin parce que quand il se mettait dans une région où il y avait un tueur en série, il essayait d'imiter la façon dont le tueur en série tuait, de façon à faire croire que c'était pas lui, mais le tueur en série qui était responsable. Et donc face à cela, on s'est dit, parce qu'on s'est aperçu finalement, pourquoi est-ce que le dossier de 2003, qui est jugé en 2008, est sorti? Simplement parce que, au bout d'une centaine d'interrogatoires par les Belges, eh bien, Monique Olivier a tout raconté, enfin tout, elle a raconté une bonne partie des faits. Et sans Monique Olivier, sans son témoignage, à l'heure actuelle, on n'aurait toujours pas réussi à élucider ces cas-là. Ce qui fait que, si vous voulez, par l'étude de ce dossier, avec ma greffière, on a réfléchi, on s'est dit, voilà, il y a eu des problèmes, il y a eu des faits qui n'ont été traités, mais qui après ont été abandonnés. Il y a eu des faits qui ont été commis un petit peu partout en France et même en Europe, puisque en Belgique. Et en même temps, on ne sait même pas si Michel Fourniret n'en a pas commis dans d'autres pays, comme les Pays-Bas, par exemple. Et en plus, il y a eu du temps qui s'est passé, avec des preuves, évidemment, qui ont pu disparaître. Et en réfléchissant, j'ai envie de dire, de façon parallèle au groupe de travail dont vous a parlé celui qui était présidé donc par M. Jacques Dallest, on s'est dit, il faut que ça s'arrête. Et on a fait une note. Avec justement Maître Herman et Maître Seban, on a fait une note destinée à Monsieur le Garde des Sceaux, en lui disant, Monsieur le Garde des Sceaux, s'il y a bien une chose qu'il faut faire en matière de cold case, eh bien, c'est de créer un pôle de façon à centraliser tous les dossiers non résolus, parce qu'un cold case, à la base, c'est un dossier non résolu, et puis il faut bien sûr donner les moyens à ce pôle de pouvoir travailler. Et donc, grâce à Maître Seban et Maître Herman, nous avons été reçus par Monsieur le Garde des Sceaux, et là je dois le remercier parce que je dois reconnaître que c'est un avocat pénaliste, qui là, lorsqu'on lui a évoqué tous les écueils de ces dossiers-là, il a compris tout de suite de quoi on parlait. Lui-même en avait fait l'expérience dans certains des dossiers qu'il avait eu à connaître, et puis il nous a dit, Banco, je vous suis. Je vais mettre dans la loi sur la confiance dans la justice la création de ce pôle. Alors à côté de ça, il y avait, M. Dallest pourrait vous en parler encore mieux que moi, des préconisations qui avaient été faites par ce groupe de travail, et il a dit oui, ça après par décret, par voie réglementaire, ça pourra être mis en place. Mais par contre, en ce qui concerne la création d'un pôle qui est un pôle spécialisé, ça ne pouvait pas se faire autrement que par la loi, et c'est ainsi que, avec la chancellerie et le garde des Sceaux, ce projet de loi a été inclus dans la loi sur la confiance de la justice. Il a été voté comme un seul homme par le Parlement, quels que soient les bords politiques. Il n'y a eu aucune voix contre, on va dire, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et il a entraîné donc la création de ce pôle depuis le 1er mars dernier. Alors, donc,
Lorsque nous avions été reçus par le garde des Sceaux, il nous a demandé par la voie des parlementaires de mettre en place des règles. C'est-à-dire on a fait un amendement, tout simplement, on a rédigé un amendement pour mettre en place, pour créer ce pôle. Alors cet amendement, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il est devenu la loi, tout simplement, c'est l'article 706-106-1 du Code de procédure pénale et suivant. Il détermine d'abord ce que sont les cold cases. Alors, les cold cases, c'est vrai qu'on s'est posé la question, à partir de quand un dossier non résolu devient-il un cold case? Je vais vous dire, c'est une solution totalement empirique. On s'est dit, pendant la première année, le juge d'instruction, les enquêteurs de police, de gendarmerie sont, on va dire, à fond. Ils sont à fond dans le dossier, ils essaient d'évaluer toutes les pistes, de chercher tout ce qu'il est possible de chercher. Et puis, au bout d'un an, quelque part, il y a un peu la lassitude qui arrive. On se dit, bon... c'est pas si facile que ça, on n'a plus vraiment de pistes, le juge d'instruction il a 100 dossiers dans son cabinet, donc autant vous dire qu'il prend le dossier et puis qu'il le met dans son armoire, et puis il y a d'autres crimes qui arrivent, l'enquêteur c'est la même chose, il est submergé par d'autres dossiers, et puis finalement le dossier tombe un petit peu dans l'oubli jusqu'au jour où tombe tellement dans l'oubli que le président de la chambre d'instruction dit il faut faire un au mieux pour ce dossier, on ne va pas continuer à le conserver comme ça. Et donc ces dossiers-là qui deviennent visiblement des cold cases. Alors on a dit empiriquement que ça pourrait être les dossiers qui n'ont pas trouvé de solution, au sens où personne n'a été mis en cause pendant 18 mois. Alors on dit 18 mois, comme on aurait pu dire 2 ans, comme on aurait pu dire plus. Mais on a mis 18 mois pour avoir, même si on dépassait l'année, avoir encore peut-être un espoir de trouver certains éléments, de trouver certains éléments, oui, des pistes dans les dossiers. Bon, de fait, les dossiers dont nous sommes saisis en ce moment au pôle ne sont pas des dossiers de 18 mois, ce sont plutôt des dossiers plutôt des années 80, des années 90, au plus on a été jusque en 2016. Mais c'est donc des dossiers qui, normalement, selon la loi, ont plus de 18 mois. Ensuite, j'ai envie de dire, un cold case, quelle est la matière du cold case? Parce qu'évidemment, ce pôle ne prend pas tous les dossiers non résolus. On a la chancellerie, le ministre était d'accord pour y mettre, j'ai envie de dire, les faits les plus graves. Alors, qu'est-ce que sont les faits les plus graves? Évidemment, sont les atteintes aux personnes. C'est ainsi que la loi prévoit que ce pôle est compétent en matière de meurtre, en matière d'actes de meurtre, bien sûr, assassinat, meurtre suivi d'un autre crime, est compétent en matière d'enlèvement et de séquestration, parce que finalement, on évoquait tout à l'heure des disparitions inquiétantes. En soi-même, une disparition inquiétante en matière pénale, ça ne veut pas dire grand-chose. Une disparition inquiétante, ce n'est pas un terme pénal. Mais on s'est dit que ce qui pouvait recouvrir ces disparitions inquiétantes, c'est le terme d'enlèvement-séquestration. Et c'est la raison pour laquelle donc, ces incriminations sont comprises dans le pôle cold case. Et puis on s'est dit qu'il y avait une autre catégorie, d'ailleurs c'est Michel Fourniret qui nous a fourni la preuve, ce sont les crimes en série. Très longtemps en France, on s'est dit « Oh non, il n'y a pas de tueur en série, ça n'existe pas. C'est une conception totalement anglo-saxonne. » Ben oui, mais quand vous voyez Holm, quand vous voyez Fourniret, quand vous voyez même en effet Pascal Jardin, quand vous voyez même Guy Georges, vous apercevez qu'en vérité, le tueur en série, ça existe. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, dans le cadre de la loi, on a visé les faits sériels, c'est-à-dire un fait qui pourrait être élucidé, mais qui appartiendrait à une série de faits pouvant relever du même auteur, mais en même temps, on a visé les viols, parce qu'on sait très bien qu'il y a des violeurs en série qui ne tuent pas nécessairement, puisque Michel Fourniret, avant 1987, c'était un violeur en série, mais il ne tuait pas. Et c'est la raison pour laquelle le pôle englobe donc toutes ces atteintes très très graves aux personnes, les crimes meurtres, les enlèvements séquestrations et les viols en série. Donc voilà ce qui est mis dans, j'ai envie de dire, ce qui peut venir à ce pôle. Alors maintenant, ce pôle, il a une compétence dite concurrente. C'est-à-dire, contrairement aux actes de terrorisme, qui, j'ai envie de dire, montent automatiquement à Paris, ces meurtres, ces cold cases, ces affaires non élucidées ou sérielles, ont une compétence concurrente avec tous les autres tribunaux.
Parce que quel est l'avantage justement d'un pôle? Comme je le disais au début, c'est d'abord la centralisation, évidemment. Donc que l'on connaisse l'existence, au niveau du pôle, que l'on connaisse l'existence de tous les colcaisses de France et de Navarre, j'ai envie de dire, c'est important. Mais les services de police et de gendarmerie de nos régions, les magistrats de nos régions sont tout aussi compétents, c'est pas le problème. Simplement, ils n'ont pas toujours le temps. Donc on s'est dit qu'au pôle ne serait à traite que des affaires où les juges d'instruction sont tellement submergés qu'ils ne peuvent pas traiter, ou bien alors des dossiers qui ne pourraient pas être repris par les services locaux, tout simplement parce qu'il est des affaires où il faut avoir une certaine spécialisation, une certaine compétence, et j'ai envie de dire aussi les moyens. Parce que à travers le dossier Fourniret que j'ai traité, on s'est aperçu d'une chose, et c'est ce que disait monsieur le bâtonnier, c'est qu'un juge d'instruction ou un procureur, il ne travaille pas seul. On ne peut pas résoudre tout seul un cold case. À partir du moment où on est une équipe, où on a finalement des regards croisés, on arrive beaucoup plus à élucider ces faits. Alors des regards croisés bien sûr avec les enquêteurs, que ce soit de la police et de la gendarmerie, et d'ailleurs pour travailler avec le pôle cold case, il y a deux structures qui ont été créées. La structure gendarmerie a été créée, la structure police existait. Il y a l'OCRVP, l'Office central de la répression des violences faites aux personnes pour la police, et aujourd'hui il y a ce qu'on appelle pour les gendarmes la DIAN, qui est la division des affaires non élucidées, c'est-à-dire véritablement des services extrêmement spécialisés. À côté de cela, on travaille avec des experts, des spécialistes. Alors évidemment, il y a les spécialistes que vous connaissez, il y a les spécialistes en balistique, il y a les spécialistes en génétique, qui ça sont utilisés aussi par les collègues des régions. Mais après réflexion, on a, j'ai envie de dire, réussi à détourner des spécialités qui n'étaient pas des spécialités directement en lien avec la justice, mais qui nous ont beaucoup aidés. En effet, par exemple, on a utilisé l'archéologie. On a des spécialistes en archéologie au niveau du pôle qui sont là justement et qui nous rayonnaient parce qu'on leur dit mais nous, il y a une victime qui serait peut-être enterrée sur ce terrain-là, elle a peut-être 20 ans la victime, elle a peut-être 30 ans qu'elle est. Ils nous disent mais nous, on cherche des victimes d'il y a 100 ans, d'il y a 300 ans, d'il y a 400 ans. Alors donc vous voyez, votre victime, on va vous aider et si on a des éléments, on vous la trouvera la victime. On utilise aussi, par exemple, des géophysiciens. Alors vous me direz, géophysicien, à quoi ça va servir pour la justice? Eh bien, le géophysicien, lui, par exemple, il cherche des cavités. Alors il cherche des cavités parce qu'on l'appelle pour chercher de l'eau, pour trouver de l'eau, pour trouver des minerais. On a été voir le géophysicien et puis on lui a dit, monsieur le géophysicien, nous, c'est une cavité qu'on voudrait trouver parce que là-dedans, il reste peut-être une personne. Et donc on détourne, vous voyez, ces spécialités et on les utilise. Alors évidemment, encore faut-il avoir l'idée, et il n'y en a pas énormément non plus de ces archéologues et de ces géophysiciens, et donc ils sont, j'ai envie de dire, concentrés au niveau du pôle. On a utilisé aussi les militaires. On a un service qui s'appelle la Fosse 17, qui se trouve dans le sud de la France, enfin le sud-ouest de la France, et qui était spécialisé pour aller retrouver des caches d'armes pour les djihadistes au Mali. Et évidemment, l'armée a des moyens techniques, ils ont des appareils qui sont 100 fois plus performants que ceux que nous pourrions avoir dans le civil. Et c'est ainsi, par exemple, que nous avons recouru à ces militaires pour pouvoir nous aider pour faire des fouilles et pouvoir retrouver des corps. Donc, vous voyez, l'avantage du pôle, si on peut dire, c'est que pour certains dossiers, on peut apporter une plus-value. Mais il y a des dossiers où on n'apportera pas de plus-value. Un dossier dans les régions qui est très bien traité par le juge d'instruction, avec ses enquêteurs qui travaillent à fond dessus, on ne va pas apporter de plus-value. La seule plus-value qu'on pourra apporter au niveau du pôle, eh bien, c'est de leur donner nos tuyaux, finalement. S'ils recherchent un corps, c'est de leur dire, écoutez, vous pouvez avoir, on vous donne les contacts du géophysicien, on vous donne les contacts des militaires ou de l'archéologue. Mais sinon, ces dossiers-là, parce qu'il y a cette compétence concurrente, va rester dans les régions. Alors, vous me direz, mais quel est le critère pour pouvoir venir au pôle? Alors, le critère, j'en parlerai un petit peu, mais ce n'est pas en soi-même mon cœur de métier, puisque c'est le cœur du métier du procureur.
c'est basé sur le fait que normalement les parquets de tous les tribunaux sont censés faire remonter donc le fait qu'ils ont un colcaise. Puis ils appellent le procureur de la République du pôle colcaise de Nanterre, et puis c'est entre eux des tractations, c'est entre eux des discussions qui font que, eh bien, le pôle colcaise dit, un parquet en tout cas dit, bah écoutez, nous, on a une chance de pouvoir apporter une plus-value, et donc on sollicite la montée de ce dossier au niveau du pôle colcaise. Donc je sais qu'il y a beaucoup de familles qui ont un secret espoir, des familles qui ont perdu les leurs, qui ont un secret espoir que le dossier passe au pôle colcaise, comme ils disent qu'on fasse monter le dossier. Maître Herman, si elle avait été là, elle vous aurait expliqué avec la verve qui est la sienne, à quel point c'est parfois une attente des victimes, mais il est évident qu'on ne fera pas monter tous les dossiers au niveau du pôle colcaise, d'abord parce qu'on serait complètement submergé, et que ce n'est pas le but du pôle d'être submergé, parce que si on est submergé, on ne pourra pas travailler ces dossiers-là, mais aussi parce qu'à partir du moment où on a les moyens, j'ai envie de dire, de les traiter en région, il n'y aura pas nécessairement, j'ai envie de dire, un intérêt à ce que ces dossiers montent au pôle. Alors tout à l'heure, M. le bâtonnier se disait, mais comment un dossier devient un dossier cold case? Eh bien, pour plusieurs raisons. Alors déjà, en effet, il y a le fait que, il y a différentes enquêtes. Il y a des services de police ou de gendarmerie qui sont plus accros, on va dire, à traiter ces dossiers-là. D'autres moins. Il y a des victimes aussi dont la famille est moins accrocheuse ou plus accrocheuse. Il y a ceux qui bénéficient des avocats qui sont assez, on va dire, remuants, qui sont assez, qui font vivre leur dossier. Et puis il y a ceux qui ne bénéficient pas de ces avocats. Tous ces dossiers-là sont, j'ai envie de dire, des dossiers uniques. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi tel dossier il est devenu plus cold case qu'un autre, mais en tout cas, on s'aperçoit que la tendance, c'est celle-là. Si on s'accroche, et vous voyez par exemple M. Mouzin jusqu'au bout, il s'est accroché, eh ben, un jour ça peut donner. Mais il y a des parents qui ne savent même pas que c'est possible. Dans un de mes dossiers, il y avait une sœur qui disait « Mais je ne savais même pas, moi, que je pouvais déposer plainte. Je ne savais même pas que je pouvais recourir à la justice pour la disparition de ma sœur. » Donc, vous voyez, ces dossiers-là, finalement, un jour, si on ne trouve pas l'auteur tout de suite, vont tomber dans les oubliettes. Et puis, il y a ce qu'on appelle, et je ne jette la pierre à personne, parce que ça arrive aussi bien aux magistrats qu'aux enquêteurs, où sur un dossier, on part dans un effet tunnel. C'est-à-dire qu'on regarde bien le dossier, et puis on a une piste, et on finit par y croire. Et on y croit tellement que l'on poursuit cette piste, qui n'est à ce moment-là pas la bonne, puisque c'est comme ça que ça devient un cold case, mais on oublie les pistes qui sont à côté. Et c'est une des raisons aussi qui font qu'un dossier devient un dossier cold case. Ce qui explique aussi d'ailleurs qu'au pôle, la technique qu'on a mise au point, c'est de reprendre chaque dossier. D'abord, d'aller voir les victimes, parce que c'est aussi une demande très très forte que l'on a pu voir des victimes, c'est-à-dire d'être écoutées. Simplement qu'on leur dise, mais on s'intéresse à votre dossier, on vient vous voir, vous avez peut-être des éléments, donnez-les-nous, et sachez que nous n'avons pas d'obligation de résultat, donc on ne va pas nécessairement résoudre tous les cold cases, mais on va s'y atteler, on se donne une obligation de moyens et de s'y atteler par tous les moyens. Donc, si vous voulez, ces dossiers-là, on voit les victimes, on va sur place, on regarde les lieux des faits, mais sans s'imprégner du dossier, parce qu'on ne veut pas justement, j'ai envie de dire, être pollué par le dossier primaire qui est parti dans une voie, qui est parti dans un effet tunnel, et après, on déstructure complètement le dossier. Normalement, quand vous lisez un dossier, vous allez le lire, j'ai envie de dire, comme un livre, c'est-à-dire de la page 1 à la fin du dossier, et puis du coup, vous allez suivre l'enquêteur, et vous allez partir comme lui, finalement dans la même voie que celle qu'il a tracée en enquêtant. Et là, on se dit non, on ne va pas le faire, on prend chaque élément et on les éclate, complètement.
C'est-à-dire, pour certains les plus jeunes d'entre vous, vous savez peut-être ce que c'est qu'une carte mentale, c'est-à-dire c'est une façon de ranger tout simplement tous les éléments d'un dossier, mais ça peut être d'un cours pour les étudiants, et de les voir autrement. Et bien on fait la même chose justement avec les dossiers qu'on reçoit. Alors évidemment, ce qu'on a, j'ai envie de dire aussi de plus que ce qu'avaient les enquêteurs ou ce qu'avait le juge d'instruction à l'époque, c'est qu'on a des nouvelles méthodes d'investigation. Quand je dis nouvelles, je veux dire des méthodes qui pouvaient exister, enfin, soit qui n'existaient pas, puisque l'ADN va commencer par exemple assez tard, ou soit qui existaient mais qui n'étaient pas aussi perfectionnées qu'aujourd'hui. Il faut savoir qu'au tout début, quand commençait l'ADN, il fallait avoir beaucoup d'ADN pour pouvoir trouver un profil. Aujourd'hui, avec une cellule, vous trouvez un profil. Donc, vous voyez, on fait des progrès extraordinaires pour ça. Et c'est justement cela que l'on veut mettre après en place en reprenant les dossiers. C'est non seulement, bien sûr, les retravailler, les exploser quelque part, les retravailler autrement, mais en même temps y appliquer les méthodes qui sont les méthodes aujourd'hui d'enquête, qui sont des méthodes extrêmement innovantes. Donc, voilà, c'est ça le pôle, c'est pour ça qu'il a été créé. Et voilà, ce sont en même temps ses possibilités, mais aussi ses limites. Pourquoi ses limites? Évidemment parce que le temps, eh bien, il a couru. Alors, c'est une limite et en même temps, c'est une chance. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une limite parce qu'évidemment, la mémoire humaine, elle va pouvoir s'effacer. Donc, il y a des choses qu'on n'aura plus. C'est une limite parce que ce qui n'a pas été saisi comme scellé à l'époque, aujourd'hui, on ne pourra plus le saisir. Mais en même temps, c'est une chance. Parce que quand vous êtes sur un dossier tout neuf, ce qu'on appelle un flagrant délit, vous allez avoir évidemment une somme de personnes, une somme de témoignages, une somme de scellés, mais vous n'avez aucun recul. Et je vous donne un exemple. Par exemple, il y a des enquêteurs qui ont ouï dire que dans un flagrant délit, il y a une voiture rouge qui est passée. Alors ils vont voir les témoins, et puis ils leur disent « Alors est-ce que vous avez vu passer une voiture rouge ?» Et les témoins disent « Ben non, on n'a pas vu passer de voiture rouge. » Et puis le temps passe, et les nouveaux enquêteurs vont voir ces mêmes témoins et leur disent « Mais est-ce que vous avez vu passer une voiture ?» Ben, il dit « Oui, j'ai vu passer une voiture. » Ben alors, vous avez dit qu'il n'y avait pas de voiture rouge. « Ah ben non, on ne m'a pas demandé, mais moi c'était une voiture verte. » Parce que, tout simplement, le temps amène d'autres éléments, amène d'autres questions et permettent ainsi donc de réinterroger avec de nouveaux éléments des personnes qui à l'époque avaient été interrogées, mais elles avaient été interrogées dans le cadre d'un flagrant délit, donc avec finalement très peu d'éléments. Donc vous voyez, et puis il y a le fait aussi que dans certains dossiers, il y a des gens qui ne vont pas parler au début. Ils ne vont pas parler parce que le qu'en dira-t-on, parce qu'ils savent peut-être des éléments, mais ils se disent « je vais avoir des ennuis si je le dis ». Seulement, le temps passant, la situation qui était la leur et qui a fait qu'ils n'ont pas parlé peut changer. Et c'est ainsi qu'on a pu récupérer des témoignages dans des dossiers cold case que l'on n'aurait pas eu sur le moment, parce que les personnes nous ont expliqué que sur le moment, elles étaient un petit peu gênées pour parler. Et en même temps, parce que ces dossiers-là, j'ai envie de dire, se nourrissent du temps, on a eu des exemples où certains faits sont passés à la télé, que ce soit dans Non élucidé ou pour des émissions particulières, et nous avons reçu des témoignages de gens qui, sur le moment, n'ont pas tilté. Ils n'ont fait aucun rapprochement. Et puis, en revoyant des années plus tard une émission sur un cold case, ils se disent mais finalement, vous me dites que ça pourrait être lui, mais en effet, je l'ai vu. Mais sur le moment, ça ne leur avait pas paru important, ou voire ils n'avaient même pas tilté. Donc, vous voyez, le temps, c'est en même temps, oui, un écueil, mais ça peut être aussi un avantage, et c'est de cet avantage-là dont nous allons nous servir pour pouvoir étudier les dossiers. Voilà. Donc c'est ce que je pouvais vous dire de prime abord, sachant, je vous dis, je ne peux pas vous parler des dossiers dont je suis saisie, puisqu'ils sont couverts par le secret de l'instruction, mais je suis prêt à répondre aux questions qui ne seraient pas sur les dossiers.
Bon, là, tout à l'heure, vous disiez il y avait des affaires qui avaient vous amener au Pays-Bas, vous avez des plus. Est-ce que sur les dossiers sur lesquels vous travaillez, vous échangez avec d'autres juridictions ou des autres équivalents dans d'autres pays? Alors, pour traiter les cold cases, il y a un pays qui est très en avance, en effet, même s'il n'y a pas de juge d'instruction, ce sont les Pays-Bas. Pour eux, le cold case, l'atteinte aux personnes, c'est une cause nationale. Ce qui explique que là-bas, vous avez en effet des enquêteurs qui sont dédiés dans chaque région, avec un procureur qui est dédié et en haut, un procureur qui chapeaute les autres. Donc nous avons eu contact avec ces collègues procureurs à travers les magistrats de liaison, et d'ailleurs nous allons les rencontrer au mois de novembre qui arrive. Sinon nous avons des contacts via Europol, pour tout ce qui est police bien sûr, et nous avons aussi des contacts via Eurojust avec les autres pays. Alors, dans le cadre de nos dossiers, nous avons eu contact bien sûr d'abord avec les Belges. Les Belges ont été extrêmement marqués par le dossier Dutroux. Et à partir de là, ils ont vraiment travaillé sur justement des disparitions, plus encore que sur le cold case pur, mais véritablement sur les disparitions d'enfants. Et ils ont mis au point donc des enquêteurs qui travaillent avec ce qu'ils appellent là-bas le DVI, c'est-à-dire c'est une espèce de division pour retrouver les victimes qui sont disparues. Et nous avons vraiment des contacts très étroits avec la Belgique. De surcroît, nous sommes rentrés en contact avec le FBI. Parce que le FBI, évidemment, les États-Unis, le Canada, ils ont à peu près 20 ans d'avance sur nous. Le mot cold case, ça vient des États-Unis, tout simplement. C'est pour eux quelque chose d'important. Alors, ils n'ont pas l'équivalent parce qu'ils n'ont pas de juge d'instruction, mais ils ont des services de police du FBI qui sont dédiés à cela. Et surtout, ils n'ont pas exactement la même acception que nous du corps humain. C'est-à-dire, je vais peut-être en choquer certains, mais c'est très anglo-saxon, c'est-à-dire qu'eux, ils ont ce qu'ils appellent la ferme des morts, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, c'est-à-dire une ferme où les Américains ont le droit, une fois qu'ils sont décédés, de donner leur corps comme nous on donnerait à la science. Eux, ils le donnent à sa ferme des morts, et ça permet donc pour les Américains et pour les Canadiens de faire de nombreuses enquêtes, on va dire, si on peut dire, des expériences en tout cas, sur la désagrégation des corps et sur justement comment pouvoir retrouver un corps qui a été enfoui, qui a été déposé, qui est dans la forêt, etc. Donc nous sommes en lien avec le FBI pour toutes ces questions-là. Et donc nous travaillons en effet de concert avec eux, et ils sont vraiment extrêmement désireux de nous aider, de nous donner leurs tuyaux à eux aussi, sachant que par contre, eux, ils ont en effet beaucoup réfléchi, surtout à la disparition de corps, au cold case aussi, mais surtout à la disparition de corps. Quand on compare, j'ai envie de dire, les méthodes qui sont les leurs, qui sont les nôtres, voilà, à part cette connaissance qu'ils ont particulière, parce qu'ils ont fait des expériences sur la désagrégation du corps humain, ils utilisent à peu près les mêmes méthodes que nous, sauf que c'est eux, par exemple, qui nous ont donné la technique du géophysicien qu'eux utilisent pour retrouver des corps. Et donc, eux utilisent beaucoup ce que nous, on utilise depuis très peu de temps. On l'a utilisé dans le dossier Estelle Mouzin, c'est-à-dire d'utiliser des drones, d'utiliser le lidar pour pouvoir faire des sondes dans le sol. Ça, c'est quelque chose qui, aux États-Unis, existe depuis un certain temps et qui, nous, est tout neuf pour nous. Mais en tout cas, on travaille en effet beaucoup avec l'étranger. Bonjour. Situé à Nanterre. La deuxième question touche à la question de la prescription. Comment vous articulez les questions de prescription de l'action publique avec ces cas, par exemple, qui sont parfois des années? Alors, en ce qui concerne Nanterre, je pense que, si vous voulez, la plupart des pôles, à part les Gers, mais la plupart des pôles sont à Paris. Et donc, très bonnement, la chancellerie s'est dit, bon, il y a ces pôles, le législateur en avait ras-le-bol, j'ai envie de dire, il n'y ait que des pôles à Paris. Et la chancellerie s'est dit, si pas Paris, alors Nanterre. Vous voyez, parce qu'on considère que c'est l'annexe de Paris, tout simplement. Donc, j'ai l'impression que c'est à peu près ça, la décision pour Nanterre. Alors, en ce qui concerne la prescription, en effet, c'est une très bonne question.
Alors, c'est vrai qu'il y a des dossiers aussi qui ne monteront pas au pôle, on peut dire, parce qu'ils sont prescrits. D'ailleurs, c'est le travail justement du parquet colcaise et des parquets des régions de regarder si le dossier est prescrit ou non. On a ces deux chances-là. D'abord, la jurisprudence de la Cour de cassation qui dit que, en cas de crime sériel, si un crime n'est pas prescrit, eh bien, il entraîne la non-prescription pour les crimes antérieurs qui, eux, pourraient être prescrits. Donc, en cas de sérialité, on utilise cette jurisprudence. Et puis aussi, et là, c'est une recherche dans les différents parquets, c'est le fait que un dossier a été clôturé, alors que ce soit un classement sans suite, que ce soit un non-lieu, et puis, donc, il va partir pour une prescription. Alors, avant, c'était 10 ans, maintenant, c'est 20 ans, mais il se peut qu'un jour, un témoin vienne et dise au procureur « Oh bah écoutez, je crois que j'ai un élément », donc le procureur fait une enquête, il refait partir la prescription. Idem pour un non-lieu. Et alors, le problème, c'est de retrouver ces soins transmis, ces actes d'enquête. Et c'est vraiment un travail, j'ai envie de dire, de fourmi qui est en train d'être fait en ce moment. Quand on récupère certains dossiers, c'est de retrouver ces actes d'enquête, de retrouver ces soins transmis qui vont de nouveau avoir interrompu la prescription et pouvoir la faire repartir. Voilà. La prescription, vous parliez tout à l'heure de la Hollande qui est très en avance par rapport au code case et cette volonté d'élucider ces dossiers-là. J'ai vu que l'imprescriptibilité était totale pour les code cases. Oui, aux Pays-Bas, oui. Aux États-Unis, pour tous les crimes, de toute façon, c'est imprescriptible. Et par exemple, au Japon, pour les meurtres, c'est imprescriptible. C'est vrai qu'on avait parlé à Monsieur le ministre de l'imprescriptibilité, mais il n'a pas suivi. Mais sinon, oui, aux Pays-Bas, oui. Et puis l'autre question que je voulais vous poser, c'est sur ce dont on parlait tout à l'heure, la coopération internationale. Alors je sais que la coopération transfrontalière marche assez bien, d'ailleurs on l'a vu pour l'affaire Fourniret, Belgique, etc. Mais il y a d'autres pays où ça ne marche pas du tout. Je pense à cette jeune Française qui a disparu au Japon il y a 4 ans, dont le frère et la sœur essayent, avec d'immenses difficultés, de trouver par eux-mêmes des solutions avec des détectives privés au Japon, etc. Mais que la justice japonaise ne collabore pas du tout. Et que toutes les demandes qui sont faites par le juge d'instruction saisie de ce dossier sont toujours rejetées ou n'aboutissent pas. Donc, comment peut-on régler tous ces problèmes avec des pays qui, manifestement, ne collaborent pas ou ne veulent pas collaborer, ou ont, je pense, une conception de ces cold cases qui n'est pas du tout la nôtre? Oui, alors pour avoir discuté avec le magistrat de liaison justement japonais à Paris, le Japon commence à être dans une démarche, surtout depuis l'affaire Carlos Ghosn, dans une démarche d'aide à la France, en tout cas pour le Japon. Mais j'ai envie de dire, oui, il y a une limite. Il y a la limite, si vous voulez, normalement, le pôle colcaise n'est pas censé reprendre des dossiers de Français disparus ou de Français décédés à l'étranger, tout simplement parce que normalement, c'est une compétence exclusive de Paris, de par la loi. Et à partir de là, il y a une réflexion qui a été faite. Et tant qu'on ne modifie pas le texte de loi, normalement, le pôle colcaise ne récupérera pas ces faits-là. Mais vous avez raison, quand j'étais à Paris, c'était la limite de l'exercice, c'était la coopération du pays tiers. Et c'est vrai qu'il y a des pays, surtout les pays Schengen, où ça coopère quand même bien. Les autres pays, voilà, c'est une certaine mesure. Alors là par contre, nous avons, dans certains cas, nous n'avons pas beaucoup de coopération des États-Unis, mais par exemple, pour les colcaises, nous avons une bonne coopération avec les États-Unis et nous avons par exemple en ce moment un sujet avec la généalogie génétique. Il faut savoir que les Américains ont des banques privées d'ADN, puisque toute personne, normalement, légalement, les Français n'ont pas le droit. Résultat, il y a plein de Français qui ont donné leur ADN dans ces banques privées américaines pour retrouver tout simplement leurs ancêtres.
Et donc, ça paraît tout bête, mais pour nous, c'est très très intéressant, pour la France, c'est très très intéressant de pouvoir justement envoyer les ADN qu'on pourrait trouver sur une scène de crime dans cette base privée, puisque on pourrait ainsi, j'ai envie de dire, retrouver des ancêtres, mais qui dit ancêtre dit parents, on peut aller chercher les parents, voir, voyez, qui sont les enfants, etc. Et donc, c'est une coopération qu'on a en ce moment avec les États-Unis, qui sont prêts à nous mettre à disposition leur base. Alors évidemment, ça veut dire pour nous qu'il faut modifier la législation, puisque pour nous, la France s'interdit et interdit à ses ressortissants de donner leur ADN dans ces banques privées américaines, et donc s'interdit par la même occasion de les utiliser. Pourtant, l'ADN parentel a permis d'élucider des affaires. Si vous pouvez nous en parler un petit peu, et aussi le portrait robot génétique, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, c'est incroyable, qu'à partir d'un ADN inconnu, on arrive à dresser un portrait robot d'un individu, avec sa couleur de peau, sa couleur de cheveux, la couleur des yeux, sa taille, y compris les taches de rousseur. J'avoue, c'est assez incroyable. Alors, on ne va pas encore véritablement jusqu'aux taches de rousseur. La taille, c'est encore, à, on va dire, 10-20 cm près. Hein. Ce n'est pas encore totalement exact. En ce qui concerne le portrait robot génétique, eh bien, c'est une décision de la Cour de cassation qui l'a prévu, parce que le législateur et le Code civil étaient très frileux en matière d'ADN, pour qu'on ne sache pas tout d'un être humain. Ce n'était pas possible de le faire portrait robot génétique. Et puis un jour, il y a un juge qui a essayé, et puis en même temps, il a essayé de faire avancer la jurisprudence, et c'est allé jusqu'à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation a dit que on pouvait, on pouvait utiliser l'ADN pour avoir les caractères apparents. C'est-à-dire finalement ce que vous verriez vous si vous étiez témoin. Ça, on peut les rechercher. Ce qui a permis donc à nos généticiens de faire ces portraits robots génétiques. Alors, en vérité, vous n'avez pas, quand vous faites le portrait robot génétique d'un ADN que vous n'avez pas, alors celui-ci, il est blond avec les yeux noirs, par exemple. Vous avez une probabilité. C'est-à-dire, par exemple, vous avez 70% de chances qu'il soit blond, 80% de chances qu'il ait les yeux marrons ou qu'il ait les yeux bleus. Il vous donne aussi un pourcentage de chances qu'il soit d'origine moyen-orientale, d'origine sud-africaine ou d'origine caucasienne, comme le disent les généticiens. Donc vous voyez, on a l'impression qu'on va avoir le portrait de la personne devant soi, c'est un petit peu plus mitigé que soi. On a plus une tendance, on va dire, une tendance de couleur de cheveux, une tendance de couleur d'yeux, mais c'est vrai que c'est quand même important, parce que ça permet de discriminer en effet une recherche. Si vous avez une personne de tendance subsaharienne, vous n'allez pas chercher un japonais, par exemple. Donc ça peut avoir en effet une importance, ce portrait robot génétique. On parle des évolutions de la science, il y a également des sciences du comportement, et notamment l'IRCGN a développé tout un département avec ce qu'on appelle, de façon générale pour le grand public, les profilers. Est-ce que vous avez recours à ce type de science du comportement, et si oui, dans quel cas? Voilà. Donc oui, aujourd'hui on voit, il y a même des séries télé qui s'appellent Profilage et tout, les profilers, ça aussi c'est une avancée énorme pour nous. Alors là encore, c'est né au Canada et c'est né aux États-Unis. Alors, si vous voulez, le groupe de travail et des décisions de la Cour de cassation expliquent que pour que nous puissions y recourir, nous magistrats, il faut que ce soit des officiers de police judiciaire. On les saisit sur de commissions rogatoires et on peut les utiliser. Alors oui, le profiler, comme on le dit de façon anglo-saxonne, c'est très utile. Et j'y ai moi-même beaucoup recouru. Je vous dirais par exemple que quand vous avez affaire à un psychopathe pervers comme était Michel Fourniret, moi j'ai été formée en droit, j'ai pas été formée en psychologie. Je ne savais pas, approcher un psychopathe pervers.
Je ne savais pas ce qu'on pouvait dire, comment on pouvait finalement l'intéresser, parce que si on ne l'intéresse pas, il vous met de côté et puis il ne vous parle jamais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu recours, oui, au service des profilers, on va dire, de la gendarmerie nationale, parce que justement, les seuls officiers de police judiciaire profilers qui existent sont à l'IRCGN, et qui m'ont appris comment parler le Michel Fourniret. Globalement, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fallait que je lui dise pour l'intéresser? Quels sont les mots qu'il ne fallait pas que je lui dise, parce que sinon je le fermais. C'est tout un travail. Alors évidemment, ils ne sont pas présents quand on interroge le mis en examen, mais c'est tout un travail en amont de préparation. Et ils sont là pour ça. Mais ils ne sont pas là seulement pour nous, pour pouvoir être une aide à l'interrogatoire, on va dire une aide à l'approche du mis en examen. Les profilers de la gendarmerie vont aussi sur toutes les scènes de crime. Et sur les dossiers cold case, on leur donne, quand les scènes de crime sont très particulières, on leur donne le dossier et on leur dit, vous nous faites quelque part, on va dire un profil de la scène de crime et un profil de l'auteur. Et c'est ainsi que dans certains dossiers, ça a vraiment donné des résultats très intéressants. Et ça a même entraîné, d'ailleurs, pour des viols en série, la condamnation d'un violeur sur la base, pour certains faits, de la seule analyse comportementale qui avait été faite par la profileuse de l'IRCGN. Donc c'est vous dire l'importance qu'aujourd'hui on donne au travail des profilers. Mais pour les dossiers cold case, ça a une grande importance parce que ça peut nous aider aussi, ça nous donne, bien sûr pas la solution, c'est pas le profiler qui va nous donner la solution, mais il va nous dire, pour moi, de la façon dont c'est fait, eh ben, ça serait plutôt quelqu'un qui avait une telle hargne qu'il connaissait la victime pour avoir cette hargne-là, ou bien alors d'autres éléments qu'il peut nous apporter. C'est ce qu'on appelle une analyse comportementale. Donc oui, aujourd'hui, pour les cold cases, comme d'ailleurs pour les faits non cold cases, on a recours aux profilers, et les seuls qui peuvent travailler officiellement avec la justice, pour l'instant qu'on connaisse, ce sont ceux de l'IRCGN, c'est-à-dire ceux qui sont à la Diane. La question qui vient de me poser, une réponse, fait le lien avec la question que je pensais vous poser sur la question des moyens. Quels sont les moyens concrets dont vous disposez? Vous êtes un peu avec notre génération peut-être 4. Est-ce que vous avez des services dédiés qui vous sont réservés, entre guillemets? Comment est-ce que concrètement les moyens sont mis à disposition de la question? Alors, en vrai, on est 3 juges d'instruction. Il y a moi et 2 autres juges d'instruction, et non pas 4. À côté, vous avez au parquet un procureur adjoint et un vice-procureur et un substitut qui sont dédiés au cold case. Donc voilà en ce qui concerne les moyens, j'ai envie de dire, des magistrats. Donc nous, comme service dédié, j'ai envie de dire, oui, nous avons la Diane en ce qui concerne les gendarmes, qui là est vraiment la division des affaires non élucidées, donc c'est vraiment fait pour cela. Au niveau de la police, nous avons principalement l'OCRVP, c'est-à-dire l'Office central de répression des violences faites aux personnes. Mais nous travaillons également avec tous les services, que ce soit les sections de recherche pour la gendarmerie, que ce soit les SRPJ pour la police. Nous sommes susceptibles de travailler avec eux, puisque quand nous allons récupérer des régions, des dossiers, on ne va pas on ne va pas enlever le dossier et dessaisir le service de police qui était initialement saisi ou le service de la gendarmerie. Ils ont finalement une telle connaissance du dossier, ils ont une telle antériorité que ce serait se priver d'éléments qu'on ne retrouverait pas. Donc, si vous voulez, on peut leur associer, quand ils le demandent, quand ils sont surchargés, on leur associe la Diane, on leur associe l'OCRVP, mais on travaille aussi avec les services des régions. Bonjour Madame la juge, Bonjour. Mon chef Mégeri, de la brigade de recherche de La Rochelle. Je vais plus revenir dans votre façon de travailler. Tout à l'heure, vous avez dit que quand vous récupériez des dossiers, vous éclatiez le dossier. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ou pas? Est-ce que vous avez un cheminement, une façon de travailler vraiment? Alors, on les éclate, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les éléments que justement les services de gendarmerie ou de police ont récupérés et on va les classer. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est, on va dire, une perquisition, toutes les perquisitions qui ont été faites, on va les mettre, vous savez, sur une espèce de carte mentale. C'est-à-dire, ils vont avoir leur lieu à eux, les auditions, les témoignages, de façon à avoir visuellement tout ce qui a été fait et de voir visuellement tout ce qui n'a pas été fait.
Par exemple, s'il y a eu une expertise, de la voir, elle est rentrée, elle n'est pas rentrée, elle disait ça, est-ce que tout a été analysé? Vous voyez, c'est pour ça que j'appelle ça un éclatement, parce que ça ne va pas être la lecture des PV, j'ai envie de dire, dans l'ordre chronologique où les gendarmes ou les policiers le font. Ça va être vraiment presque thème par thème, ce qui va permettre d'avoir une vue d'ensemble. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez des difficultés de temps en temps à retrouver soit transmis ou acte qui pourrait prolonger ou relancer la prescription. Est-ce qu'il y a la même chose au niveau des réquisitions? On est en plus numérique, téléphonie, et on retrouve des éléments à une date très ancienne. Et comment est-ce que les opérateurs, est-ce que les entreprises qui n'existeraient plus, vous arrivez encore à les interroger à une vingtaine ou une trentaine d'années après? Alors on essaie de les retrouver quand c'est possible. Pour les réquisitions, par exemple, aux opérateurs téléphoniques, on s'est aperçu que quand il y avait des réquisitions faites dans certains dossiers par la police ou par la gendarmerie, en réalité, ils en gardaient une trace. Donc, même très longtemps, oui, on avait fait dans un dossier, on avait fait Bouygues, Orange, SFR, et même, j'ai envie de dire, là, nous étions 20 ans plus tard, on a retrouvé les réquisitions. Donc oui, on peut le faire. Évidemment, c'est la limite de la société qui n'existe plus. Mais de toute façon, j'ai envie de dire que le dernier acte d'un dossier, quand il est en non-lieu, et c'est à partir de là que part la prescription, c'est le non-lieu lui-même. Donc c'est à partir de là surtout que la prescription va repartir. Donc même s'il y a eu des réquisitions antérieures, ce ne sera pas ça le dernier acte. Ce sera de toute façon le non-lieu. Donc c'est pas trop grave que nous ne retrouvions pas toutes les réquisitions qui ont pu être prises. D'accord. Au-delà des réquisitions, est-ce que des nouvelles réquisitions, puisque vous découvrez que sur la scène de crime, il y aurait un nouveau téléphone à retrouver ou quelque chose comme ça, est-ce que l'entreprise arrive à vous sortir 25 ans après? Ça non, puisque tout ce qui est data pour la téléphonie, on n'a pas le droit de les conserver plus de 1 an. Et donc les sociétés de téléphonie, par exemple, ne les conservent pas plus d'1 an. Ce qui explique que 25 ans plus tard, donc, on ne les aura pas. D'accord, mais au-delà de la téléphonie, sur la Poste ou d'autres opérateurs, alors, vous arrivez à les interroger on y a, quand ils existent encore, par exemple les banques, oui, on peut les interroger, on les interroge même pour beaucoup d'années en arrière. Mais quand l'opérateur, enfin celui qui nous a donné les renseignements primaires n'existe plus, malheureusement, c'est la limite. Bonjour Madame la juge d'instruction. Bonjour. Merci pour votre intervention. Tout à l'heure, vous avez fait état d'une technique par drone, je suppose lors de reconstitution criminelle. Est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite, si vous pouvez, sur cette technique? Alors, c'est pas pour des reconstitutions criminelles, c'est pour découvrir des corps enfouis. Les drones, puisque vous avez des drones aujourd'hui qui arrivent à rentrer finalement dans la terre quand il n'y a pas trop de végétation à certaines périodes, et donc ils vous font une espèce de cartographie de l'intérieur de la terre. Alors ils vont pas très bas, ils vous font du 1 mètre, mais avec le lidar ou le drone, vous arrivez comme cela à avoir donc une espèce de cartographie d'un lieu où vous voudriez fouiller, et puis vous vous dites, oui, mais je ne vais pas retirer tous les arbres de la forêt, donc il y a peut-être des lieux où il y a des incongruités, on va dire, et grâce au drone et au lidar, vous pouvez retrouver sur une carte ces incongruités. Je voulais parler des nouvelles méthodes d'investigation qui vous sont permises, vous, en tant que juge d'instruction, puisqu'au départ, un juge d'instruction, comme tout juge d'instruction, n'est saisi que par les faits qu'on lui soumet et pas d'autres. Aujourd'hui, vous pouvez vous saisir d'autres faits qui vous permettent surtout d'étudier, alors ça c'est aussi une nouvelle méthode d'investigation, non pas de s'en tenir uniquement aux faits, mais au parcours criminel de la personne, ce qui vous permet notamment d'élucider, en tout cas de suspecter des crimes sériels. Oui, tout à fait. C'est toujours ce même dossier de Michel Fourniret qui a fait germer l'idée, une idée qui n'existait pas en France, puisque normalement, un juge d'instruction, il investigue sur un fait. Il est saisi par le procureur de la République, mais il enquête sur un fait. Et
normalement, il n'a pas le droit, même s'il s'apercevait un petit peu, s'il poussait un peu sur le curriculum vitae du tueur qu'il a en face de lui ou du mis en examen qu'il a en face de lui, il n'a pas le droit d'investiguer sur les autres faits. Alors, s'il le fait un petit peu, bon, à partir d'un certain moment, il doit prévenir le procureur de la République pour que celui-ci puisse reprendre la main. Mais on s'est aperçu dans le dossier de Michel Fourniret, celui qui a été jugé en 2008, que Michel Fourniret, on arrive à lui imputer des faits de 1987 jusqu'à 1992-93, et puis après, il y a des années où on ne retrouve plus Michel Fourniret, et après, on va pouvoir lui imputer des faits de 2001. Et à partir du moment où il est jugé en 2008, on s'aperçoit que plus personne ne s'intéresse à Michel Fourniret. Il a été mis, j'ai envie de dire, hors d'état de nuire, puisqu'il a été condamné à la perpétuité réelle, et à partir de là, on ne s'intéresse plus à lui. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il fallait pouvoir non plus investiguer sur des faits, mais investiguer sur une personne. Sur une personne, et c'est pour ça que la loi le permet à partir du moment où on est en face de quelqu'un qui a été condamné pour 2 faits criminels ou mis en cause pour 2 faits criminels, on peut finalement faire son parcours de vie d'abord, c'est-à-dire on va partir du moment où il a 18 ans jusqu'au moment où il est interpellé, et on va essayer de savoir à chaque instant, j'ai envie de dire, où est-ce qu'il était, ce qu'il faisait, et à partir de là, on va se dire, s'il était à La Rochelle en 1983, on va regarder tous les crimes, tous les viols qui ont pu se commettre en 1983 à Rochelle, ou tout au moins dans la région de La Rochelle, et puis on va regarder s'il peut y avoir un match. Et s'il y a un match, bien sûr, on va prévenir le procureur de La Rochelle, ou le juge d'instruction si celui-ci avait le dossier. Mais j'ai envie de dire, c'est une révolution pour le droit français, parce que jusqu'ici, le juge d'instruction ne pouvait absolument pas investiguer sur une personne. Il pouvait investiguer que sur un fait. Est-ce que, de ce point de vue-là, l'administration pénitentiaire a pu ou pourrait être envoyée dans vos recherches ? Oui, bien sûr, puisque déjà on va demander à l'administration pénitentiaire quelle a été la vie pénitentiaire, on va dire, d'une personne sur laquelle on investigue. On va lui demander s'il y a eu des permissions de sortie, s'il y a eu des libérations conditionnelles, des semi-libertés, ce qui va nous permettre de savoir si la personne elle était dehors à un instant T ou elle était dedans. Et là, on est en train de s'apercevoir d'une chose, c'est que à partir de, je ne sais plus quelle est exactement la date, mais on a pris l'ADN de tous les condamnés et on les a envoyés au FNAEG. Mais avant, on ne le faisait pas, puisque la loi ne le permettait pas et ça ne se faisait pas. Et on se dit que pour les anciens condamnés, les anciens tueurs, sûrement que leur ADN n'est pas au FNAEG parce qu'on ne leur a pas prélevé. Ou même certains sont sortis depuis, ils ont été condamnés à temps et donc ils sont sortis depuis, et le FNAEG n'a pas leur ADN. Et donc on va se rapprocher là de l'administration pénitentiaire, du CNO de Fresnes, puisque c'est là que passent tous les gens qui ont une grosse peine à faire, et on va leur demander la liste des gens qui sont passés par ce CNO de Fresnes depuis un certain temps, et un temps certain, et on va aller les prélever, parce que ça peut être les auteurs de faits anciens. Alors non, tout simplement parce qu'on a été saisi petit à petit de faits. Donc je continue bien sûr puisque je suis venue dans ce pôle avec les dossiers que j'avais déjà, les dossiers cold case que j'avais déjà, donc ça je les continue. Mais monsieur le ministre a expliqué que j'arrivais au 1er mars, je mettais en place le pôle jusqu'au 1er septembre, les nouveaux collègues arrivaient en septembre et à partir de là on démarrait. Donc on a démarré juste là en septembre et les dossiers arrivent peu à peu parce qu'il faut les discussions entre le parquet local, le parquet cold case, puis après il faut que les juges d'instruction prennent leurs décisions, il faut que le dossier monte et voilà, donc ça prend un certain temps. Bonjour, je viens d'abord un petit souci qui est simplement actuellement la réforme de la police judiciaire, la police nationale, sachant qu'ayant effectué les enquêtes qui durent 4-5 ans, ne n'avons pas une crainte, effectivement, aujourd'hui, certains dossiers criminels, plus spécifiquement de meurtre, ne soient plus résolus sur le plan départemental, et que de ce fait, vous, au niveau du pôle cold case, soyez envahi de dossiers comme ça qui ne seraient plus résolus.
Ça reste, comme je vous disais, un pôle, c'est le procureur qui décide de ce qu'il fait monter ou ne fait pas monter. Donc ça, après, nous ne sommes pas nécessairement envahis. Et de toute façon, ce n'est pas le but du pôle d'être envahi parce qu'on ne pourrait pas traiter ces dossiers. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est que même si un dossier avait été terminé en non-lieu et qu'il était classé, eh bien, de toute façon, on regarderait le nom des enquêteurs qui avaient traité ces dossiers-là et on irait les voir car ils sont une mémoire extraordinaire, même s'ils ne sont plus là, même s'ils sont à la retraite, même s'ils sont mutés. On irait leur demander leurs sentiments quand ils ont traité ces dossiers qui ont été donc terminés. Donc, ce que vous évoquez, même si vous ne pouviez plus, avec la réforme de PJ, traiter certains dossiers, il n'empêche qu'on irait voir votre sentiment, on irait vous voir. Juste par curiosité, est-ce que vous avez des formations canadiennes, Nietzsche, Progrès, des choses comme ça? Est-ce que vous avez été formé en tant que juge d'instruction pour traiter ce genre d'audition? Alors, moi, non, pas de formation, mais justement, c'est pour ça que j'utilise les profilers qui, eux, ont été formés à ces auditions particulières, et c'est quelque part avec eux qu'on prépare les auditions. Mais j'ai moi-même pas la formation. Au CNFPJ, je suis sûre que vous seriez bien accueillis, parce que la formation de Progrès, une formation de 2 semaines, et c'est vraiment très intéressant, et je pense que pour les juges d'instruction à votre hauteur, de savoir effectivement quel mot dire, quel mot pas dire. L'histoire de la couleur, c'est tout à fait ce qu'on a. Une voiture, c'est tout à fait ce qu'on apprend. On va guider l'interrogation interrogatoire et accompagner la personne avec ses propres mots et ses propres souvenirs. Je ne doute pas que ce soit très intéressant. Alors, on va peut-être arrêter s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vous disais en off que tout récemment, 3 dossiers qui nous concernent, La Rochelle et puis la région, sont parvenus au pôle national. Alors c'est vrai que ça suscite beaucoup d'espoir pour les familles. Alors il y a un dossier en particulier qui est le dossier de Paquita Parra, et je crois que ses frères sont dans la salle, puisqu'ils m'ont téléphoné. Je ne sais pas s'ils sont là. Et donc vous disiez que vous n'en avez pas encore eu connaissance parce que l'acheminement, vous nous expliquiez, c'était assez compliqué pour arriver jusqu'au pôle, entre le moment où la décision est prise, de les envoyer et le moment où ils arrivent. Donc ça suscite beaucoup d'espoir. L'autre question, c'est que c'est vrai que ce pôle national, avec les moyens dont maintenant disposer, ces enquêteurs spécialisés, des magistrats comme vous qui êtes hyper spécialisés, c'est vrai que ça suscite beaucoup d'espoir, mais quand on voit qu'il y a déjà 300 dossiers qui sont arrivés, quand on voit le temps que vous avez passé, ne serait-ce que sur le dossier d'Estelle Mouzin, de Fourniret, etc., il ne faudrait pas que l'espoir généré par ce pôle soit une déception, et que la déception des familles s'ajoute encore avec un travail dont elles attendent une élucidation qui n'arrivera pas. Ben, ça, je comprends, parce qu'à la base, si vous voulez, là, pour nous, la création du pôle était pour nous une avancée pour les familles de victimes. C'était vraiment ce qui nous tenait à cœur. Mais je ne dirais pas que, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, monsieur le bâtonnier, c'est que vous avez bien sûr des victimes qui attendent des réponses, mais vous avez aussi des gens qui ont été mis en cause parce que dans des dossiers de meurtre ou de disparition, parce qu'on a dit, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est le père d'un disparu, c'est le mari d'une disparue, et ces gens-là, évidemment, ils sont après poursuivis très très longtemps par la rumeur publique, je dirais pas jusqu'à la vindicte populaire, mais en tout cas la rumeur publique, et le but aussi de ce pôle, c'est autant de répondre aux questionnements des victimes que d'éviter justement que des gens soient mis en cause alors qu'ils étaient innocents. Donc on va essayer vraiment de traiter ces dossiers-là. Je vous dis, il y a un choix qui est fait par le parquet de façon à ne pas engluer le pôle, de façon à ce qu'il puisse travailler en toute sérénité. Et après, il y a une volonté réelle de Monsieur le Président de Nanterre de faire prospérer, j'ai envie de dire, le nombre de magistrats au pôle de façon à pouvoir répondre au nombre de dossiers qui arriveront. Oui, parce qu'en effet, il y a pas que les moyens financiers, il y a aussi les moyens humains qui sont nécessaires pour essayer de régler toutes ces affaires. Alors, oui, j'ai monsieur. Vous êtes David ou Salvador? David Parra, donc c'est une des affaires qui vient d'être transférée
au pôle Colquès, je crois qu'il voulait nous dire quelques mots. Bonjour, madame juge. Alors, le dossier est physiquement pas encore, c'est joli, comme ça. J'avais quand même une question à vous poser, puisque ça a été validé par le parquet, c'est pour dire. Certains magistrats, des membres de la magistrature, qu'il fallait qu'un dossier soit clos, ne soit pas en instruction, soit ouvert, pour pouvoir arriver sur le bureau des bloqués. Est-ce que vous pourriez m'éclairer, parce que vous avez certaines incertitudes de certains avocats, non, ça ne peut pas partir de l'orchestre, puisque l'instruction est ouverte. Ah non, c'est pas parce que l'instruction est ouverte, il faut l'accord du juge d'instruction pour que le dossier parte au pôle Colquès. Mais sinon, c'est pas parce qu'il est à l'instruction qu'il ne partira pas au pôle Colquès. Moi, j'ai dans mon cabinet maintenant des dossiers qui proviennent de collègues, juges d'instruction, qui ont donné leur accord pour que le dossier parte au pôle Colquès et ils sont arrivés. Oui, ce n'est pas du tout un diriment, j'ai envie de dire que ce soit déjà dans un cabinet d'instruction, il faut juste son accord. Et si jamais ils n'étaient pas d'accord, après ce sont les avocats qui font appel ou pourvoi de la décision. Si le juge d'instruction voulait garder le dossier et que les avocats des victimes ne le souhaitaient pas, souhaitaient qu'il monte au pôle, il y a une voie de recours pour ça. Et dernière question, lorsque à l'instar des juges d'instruction, est-ce que vous envisagez de convoquer les Ah oui, comme je vous disais, c'est vraiment pour nous, j'ai envie de dire, le début. Quand on récupère le dossier, la première chose qu'on fait, on voit bien sûr les parties civiles, et puis en même temps leur avocat, et soit on vient les voir, soit s'ils le préfèrent, ce qu'on appelle ils montent au pôle, mais c'est le premier acte que l'on fait, c'est de voir les victimes, ce qu'on a commencé à faire dans certains dossiers dont on est saisi. On n'a pas d'autres, c'est un immense plaisir de vous avoir accueilli et surtout de vous avoir entendu sur ce thème vraiment particulier mais qui interpelle beaucoup les gens. Et en tout cas, vous avez apporté plein de réponses. J'espère que maintenant, le Colquès, ça représente une notion plus concrète dans l'esprit des uns et des autres. Et en tout cas, espérons, puisque les Colquès, c'est a priori un constat d'échec, ça veut dire que l'institution judiciaire n'a pas été capable d'élucider certaines affaires. Espérons qu'avec les nouveaux moyens dont maintenant vous êtes dotés et avec ce pôle national, ce ne soit plus un constat d'échec, mais au contraire un immense espoir pour pouvoir élucider tous ces dossiers. Merci beaucoup. Merci.